le prochain conférencier, Monsieur Sébastien Price, juste très brièvement, il est devenu en 2006 docteur en chimiométrie à l'INRA de Montpellier et sa thèse portait sur l'analyse de données multiblocs combinant différents jeux de données multivariés provenant de différentes techniques analytiques. Depuis 15 ans, il travaille chez Ondalis pour fournir des services et des formations, mais c'est lui qui va vous expliquer ce qu'il y fait. Je vous donne 40 minutes, hein. On prend 5 minutes à chacun, si vous permettez. Ok, très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, je tiens déjà à remercier le comité d'organisation du colloque pour l'invitation, en particulier le professeur Jean-Claude Bernier. Donc moi, on m'a demandé de partager l'expérience d'Ondalis, qui est une structure de statut privé, dans notre expérience de formation continue aux outils de la chimiométrie et du machine learning. Donc, principalement pour des personnes qui n'auraient pas eu cette formation initiale dont on vient de parler. Donc, principalement des ingénieurs, des biologistes, des physiciens, des chimistes, etc. Alors, très rapidement, donc, Ondalis, c'est quoi? C'est une entreprise créée il y a 20 ans. Donc, au départ, on était une jeune entreprise innovante. Et maintenant, donc, on est une petite équipe d'une dizaine de data scientists. Et avec l'expérience, donc, on est un leader dans la chimiométrie et le machine learning en France. Donc, on travaille principalement pour l'industrie de process, c'est-à-dire pharma, biotech, chimie, agroalimentaire, cosmétique, etc. Donc, notre activité, c'est principalement d'accompagner les industriels dans la mise en place de ces outils de machine learning et d'intelligence artificielle dont on parle depuis ce matin. Et puis, donc, nous avons une activité de formation continue. Donc, ça sera l'objet de ma présentation aujourd'hui. Et on distribue également des logiciels de partenaires. Donc là, quelques mots-clés d'application dont certaines ont déjà été évoquées dans la journée. Hein. Donc, data mining, calibration spectroscopique, modèle prédictif, combinaison de capteurs, monitoring, donc supervision de procédés, donc en continu ou en batch, et plan d'expérience. Alors, nous sommes une équipe pluridisciplinaire, je reviendrai dessus. Et donc ça, ce sont donc nos partenaires logiciels. Donc on a développé un réseau de partenaires de logiciels sur lesquels on forme. Alors, on peut avoir différentes entrées sur un projet de machine learning, hein, de data science. Donc on peut rentrer au niveau de l'audit de l'existant, hein, donc chez le client, pour voir ce qui a été fait et donner notre avis. Et puis ensuite, notre activité principale donc, réside dans le conseil et l'étude de faisabilité, hein, donc proof of concept, pour tester ces outils de machine learning sur des applications bien précises. Et si les POC sont satisfaisantes, l'idée c'est d'accompagner notre client à développer valider les modèles, l'implémentation logicielle, et puis un modèle, hein, ça a une vie. Donc il faut vérifier qu'il ne dérive pas, qu'il continue à bien prédire. Donc il y a toute l'activité maintenance de modèle. Et donc la formation continue, qui va être le focus d'aujourd'hui, donc qui représente à peu près 20% de notre activité. Et on propose également du coaching après une formation pour accompagner la mise en œuvre. Alors, le plan de mon intervention aujourd'hui est le suivant. Donc, je vais revenir très rapidement sur la sémantique et certains concepts de chimiométrie et de machine learning, qui font partie du vaste champ de l'intelligence artificielle. Donc, sur certaines diapos, je vais peut-être aller un peu vite, puisqu'on a déjà vu beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, le cœur de ma présentation, pardon. Voilà. Donc le cœur de ma présentation, c'est la formation continue donc aux outils opérationnels, hein, sur ces outils-là. Et puis je terminerai sur une présentation de 3 applications voilà, qu'on peut développer une fois qu'on a été formé à ces outils. Alors chimiométrie, machine learning, intelligence artificielle, donc sémantique et concept. Donc
c'est des schémas qu'on a un petit peu vus déjà aujourd'hui. Hein, donc, rapidement, donc on a parlé du deep learning, hein, qui fait partie des réseaux de neurones. Donc, application du machine learning utilisant des algorithmes complexes, donc réseau de neurones profonds en français. La chimiométrie, qui est une partie plutôt basée sur des algorithmes linéaires, multivariés. On a aussi certaines méthodes de type SVM, Support Vector Machine, ou les arbres de régression, de classification, ou forêt aléatoire, dont on a aussi parlé précédemment, qui font partie donc de tout cet univers du machine learning, hein, qui est l'application de l'intelligence artificielle qui permet à un système d'apprendre de façon automatique et de s'améliorer avec l'expérience. Et puis bien sûr, tout ça fait partie donc de vaste champ de l'intelligence artificielle où des décisions vont être prises à partir de ces outils-là. Alors, il y a un certain nombre également de mots-clés qui ont gravité ou qui gravitent toujours autour de ces notions-là, donc je les ai remises ici. Donc le big data, data science, data analytics, MVA, multivariate analysis, donc analyse de données multivariées, métabolomics, donc analyse du métabolome, etc. Donc c'est une sémantique qui est en mouvance. Alors, je ne vais pas revenir là sur les définitions de machine learning et intelligence artificielle. Hein. Voilà, juste retenir que l'intelligence artificielle, c'est vraiment une partie beaucoup plus importante, utilisant des outils du machine learning et prenant des décisions autonomes. Alors, je vais maintenant énoncer un certain nombre de concepts dont certains ont déjà été évoqués, pas tous. Donc le premier, en fait, c'est le concept de signal multivarié. Hein. Donc quand on parle de chimiométrie ou de machine learning, il faut savoir sur quelles données sur quel type de données on va travailler. Et donc il va s'agir de données, ce qu'on appelle de données multivariées, multidimensionnelles. Donc à gauche, vous avez donc un tableau de données avec une seule colonne, donc classique, une variable ou un paramètre qui est décrit donc avec des valeurs continues ou qualitatives sur un certain nombre d'échantillons, donc de A à grand N, sur une population d'individus mesurés. Et donc c'est ce qu'on appelle un vecteur, hein, donc c'est un objet mathématique bien précis. Et donc ça va être traité par des statistiques classiques dites univariées, que tout le monde connaît. Par opposition, à droite, c'est le cas où vous avez plusieurs paramètres, plusieurs variables qui sont mesurées de façon concomitante, donc conjointe, sur les mêmes échantillons. Donc, vous vous retrouvez avec un tableau de données avec plusieurs colonnes, toujours les mêmes lignes, ce qu'on appelle une matrice, hein, donc en mathématiques. Et donc, on va être amené à utiliser des statistiques multivariées, basées sur l'algèbre linéaire notamment. Voilà. Alors, à quoi ressemblent ces données multivariées, hein, ces signaux multivariés? Donc, on peut les rencontrer donc en chimie sous différents types. Donc, on va commencer ici en haut à gauche par les paramètres procédés, qui soient mesurés at line ou inline, hein, directement sur la ligne ou sur un réacteur chimique. C'est classiquement hein, pH, température, pression, etc. Donc, plusieurs mesures mises bout à bout constituent un signal multivarié donc, qui sera traité par ces outils-là. Là, je vous ai mis un exemple de profil sensoriel qu'on ne rencontre pas trop en chimie, quoique peut-être au niveau des odeurs, hein, dans le milieu de l'automobile, mais en agroalimentaire, ce sont des données assez courantes. Ici, c'est un chromatogramme donc, issu de chromatographie, donc de séparation sur colonne de chromatographie. Ici, on a de la spectrométrie de masse, ici des spectres optiques type UV, visible, proche infrarouge, hein, Raman, etc. Et de l'imagerie hyperspectrale. Donc, en ce qui concerne la spectroscopie optique, c'est des outils qui sont éprouvés sur ce type de données depuis longtemps. Hein, donc, où on a en fait une absorbance, une intensité d'absorbance pour chacune des longueurs d'onde que l'on va extraire donc, des données, et donc un signal multivarié, hein, comme on appelle ça aussi une empreinte, un signal global, une fingerprint. Sur les données de type chromatographie, spectrométrie de masse, c'est des choses qui sont plus récentes, donc l'utilisation de la chimiométrie, du machine learning
sur ces données-là, qu'on appelle des données plutôt métabolomiques, en laboratoire. Et donc là, l'idée, c'est des choses vraiment intéressantes d'utiliser un chromatogramme de ce type-là comme un signal global. J'en reparlerai tout à l'heure sur une application. Alors, j'en viens à un deuxième concept qui est le concept d'interaction. Alors il y a une petite erreur là, on va parler de corrélation plutôt. Alors, imaginez, je vais aller un peu vite, voilà. Imaginez une carte de contrôle pour suivre un paramètre sur un procédé de chimie, par exemple, qui serait la température. On va prendre donc la température dans le temps et on va le reporter sur une carte de contrôle. Donc ici, c'est dessiné de façon à représenter l'ensemble de la population de points mesurés qui sont comprises entre des limites de contrôle, qui sont ici fixées à plus ou moins 3 écarts types, 3 sigma, pour essayer de détecter des non-conformités, des dérives du procédé. Donc ici, on voit que sur ce cas-là, qui est assez simple, on a une température qui est un peu basse, une température qui est un peu haute, donc qui va générer des alertes. Alors, si vous êtes amené à suivre un deuxième paramètre, une deuxième variable, au même moment, donc sur le même échantillon, par exemple la pression, dans la plupart des cas, les industriels développent une deuxième carte de contrôle, dite univariée, et donc on va suivre la pression, et donc là pareil on voit qu'on a une pression inférieure, une pression supérieure, et on génère les alarmes en conséquence. Alors une autre façon de voir la chose, c'est en fait de considérer par exemple finalement ce premier point en haut à gauche là, qui va être détecté conforme en température et conforme en pression. Mais vous voyez bien que ce point a l'air atypique par rapport à la population étudiée, puisqu'il est vraiment pas très proche donc, de ce nuage qui est finalement structuré en fonction d'une relation de corrélation représentant le process étudié. Donc ici, typiquement, on va avoir en fait une anormalité non détectée en univarié, alors que si on travaillait en carte de contrôle multivariée, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois la température et la pression dans ce cas-là, on aurait en fait une enveloppe multivariée qui détecterait cette anomalie. On a un deuxième point ici qui est détecté conforme sur la carte de contrôle multivariée, donc à 2 variables ici, mais qui déclencherait une fausse alerte en univarié. Donc vous voyez, c'est aussi dans l'autre sens. Donc ça justifie vraiment l'intérêt de travailler sur du multidimensionnel, du multivarié, et donc, bien sûr, d'utiliser ces outils de chimiométrie et de machine learning. Alors, le concept d'apprentissage automatique du machine learning a été longuement évoqué aujourd'hui, donc là, je vais pas y revenir très très longuement. Donc, un exemple très rapide sur un apprentissage d'un modèle, d'un algorithme sur des images ici de chats, pour reconnaître ce qu'est un chat. Donc avec un jeu, ce qu'on appelle un jeu d'étalonnage ou d'entraînement, un jeu de calibration, qui va être entraîné pour développer un modèle de prédiction. Et donc ce modèle-là, qui a été entraîné, optimisé, donc va s'appliquer sur une nouvelle image d'un nouveau chat pour, si le modèle marche bien, prédire, estimer que cette image-là correspond bien à un chat. Bon. Alors tout ça pour quand même vous faire finalement la correspondance avec nous des données qu'on est habitué à traiter beaucoup dans le domaine notamment de la chimie. C'est donc des spectres, donc des signaux un peu complexes. J'en ai parlé tout à l'heure, de type proche infrarouge par exemple, qui sont finalement à l'œil nu, qui se ressemblent un peu tous. Ici on a une base spectrale sur différents échantillons. Et en fait, de la même façon, les outils de machine learning vont entraîner une base de calibration spectrale sur un grand nombre de spectres pour, du coup, optimiser un modèle de prédiction sur une valeur quantitative ou qualitative. D'accord ? Donc quantitative, ça peut être la viscosité, une teneur en molécules, ou qualitatif, ça peut être une conformité ou une qualité. Et donc ce modèle va être utilisé sur un nouveau spectre pour prédire le paramètre d'intérêt. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les applications typiques de développement de calibration spectroscopique, utilisant donc le machine learning. Donc différents types d'apprentissage automatique, donc différents outils existent, c'est pareil,
beaucoup d'outils ont été évoqués aujourd'hui, donc 2 grandes catégories qui ont été déjà évoquées. Donc, les apprentissages non supervisés, donc plutôt pour du data mining ou du clustering, pour explorer les données de façon multivariée. Et puis un apprentissage supervisé pour développer des modèles prédictifs, quantitatifs ou qualitatifs. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je termine donc l'ensemble des concepts quand même pour rappeler que souvent on passe beaucoup de temps à essayer de trouver le meilleur algorithme de machine learning pour avoir la meilleure performance prédictive. Quand même rappeler qu'une étape qui est, à mon sens, indispensable, s'il y a vraiment un message à retenir, c'est celui-là, c'est-à-dire la conciliation, nettoyage, exploration des données donc, au préalable. Conciliation des données, donc tout ce qui est alignement, synchronisation de différentes données provenant de différents instruments ou capteurs. Nettoyage des données, donc utilisation des statistiques classiques, distribution, écart type moyenne, etc. Et puis la même chose en utilisant les statistiques multivariées, notamment l'analyse en composantes principales, pour détecter tout ce qui est outlier, tendance, cluster, etc. Donc, la fiabilisation des données au préalable est vraiment nécessaire pour augmenter la performance et faciliter aussi l'interprétation des résultats par la suite. Donc là, voilà, une petite valeur ajoutée de l'humain quand même. Donc on parlera de human learning pour ajouter un petit peu d'ironie là-dedans. Mais c'est une étape qui est très chronophage, mais dont on ne devrait pas se passer avant de balancer toutes les données dans les algorithmes de machine learning. Alors, j'en viens donc à la partie principale de ma présentation, qui a pour but de vous partager l'expérience qu'on a chez Ondalis dans la formation continue sur ces outils de chimiométrie et de machine learning. Alors, je vous présente notre équipe de formateurs. Nous sommes 5 formateurs au sein d'Ondalis, avec, vous voyez la petite valise au centre, on va dire des compétences multidisciplinaires. Donc là, c'est pareil, c'est un message à adresser aux étudiants. Voilà, quand vous avez des choix à faire dans vos études, à un moment donné, pensez aussi multidisciplinarité, on en a déjà parlé aujourd'hui. Voilà, il ne s'agit pas d'avoir seulement des compétences en mathématiques, en statistiques, en modélisation ou en algorithmique, mais également, l'idée, c'est quand même de connaître le métier, donc tout ce qui est procédé, produit, production, labo, R&D. Et puis, donc, au-delà de ça, effectivement, des compétences en codage et en langage de programmation. Donc, c'est vrai que nous, en chimiométrie, en machine learning, on est vraiment à l'interface. On en a parlé aussi, on pourra peut-être aborder cette question-là dans les questions ensuite, aussi avec les intervenants de la formation initiale. On est vraiment, si vous voulez, à l'interface de plusieurs disciplines, donc entre le métier, ici la chimie, et puis des compétences en mathématiques et statistiques, et informatique également. Alors ici, je vous ai donc mis un exemple de déroulé pédagogique sur une formation qu'on propose souvent sur de la formation de données spectroscopiques, type proche infrarouge ou Raman, sur Python. Et donc, en fait, c'est un processus qui est certifié Calliope. Et donc, on a tout un tas de milestones et de choses dont on fait attention, notamment positionner les besoins des différents stagiaires en début de formation. Alors, c'est un mix c'est une formation en fait qui va mixer la théorie, la méthodologie, les petites astuces, les petits tricks dans le traitement de données, et puis la pratique. Donc, il y a beaucoup de pratiques sur des logiciels donc, de nos partenaires, ou sur des langages de programmation type Python. Donc la formation est ponctuée en fait de démonstrations du formateur, mais également d'exercices réalisés en autonomie et donc corrigés par un des stagiaires. L'idée, elle est simple, c'est que le stagiaire sorte de cette formation qui dure en général 2 ou 3 jours et qui puisse traiter vraiment ses données lui-même sur un logiciel ou avec un langage de programmation. Donc c'est une formation ici qui est adressée à des débutants. Et puis, bien sûr, on a donc un bilan qui est effectué avec un QCM à remplir sur, on va dire, l'évaluation
voilà, du contenu, une fiche d'évaluation sur la formation et sur le formateur, et puis un tour de table final, pour vous donner un petit peu une idée de la journée type d'un stagiaire chez nous. On propose des programmes de formation sur mesure, notamment en intra-entreprise, sur site, qui sont finalement le résultat de 4 composantes, donc suivant le type de données qui va être traité ultérieurement, donc que ce soit des analyses physico-chimiques, de la spectroscopie optique, des paramètres procédés, de l'imagerie. Ensuite, le domaine dans lequel le client intervient, donc en pharma, biotech, chimie ou autre industrie. Et puis donc les différentes thématiques de machine learning, que ce soit en analyse exploratoire, en modélisation prédictive quantitative, classification, donc pattern recognition, transfert de calibration, fusion de données, analyse multibloc, supervision de procédés continu et batch, ou plan d'expérience. Et donc ensuite, je vous dis qu'il y a beaucoup de pratiques dans les formations, donc le client va choisir aussi le logiciel sur lequel il va être formé, ou s'il n'a pas d'idée, on peut le conseiller. Alors, j'en viens donc aux différents logiciels sur lesquels on est amené à former. Donc, il y a 2 grandes catégories de logiciels. Les logiciels à interface graphique, d'accord, plutôt pour débutants, et puis des langages de programmation, donc type MATLAB, Python, plutôt pour des confirmés ou voilà, des personnes qui veulent en faire leur métier. Dans les logiciels interface graphique, donc on a 4 partenaires, Hagen Vector, Sartorius, Aspentech et Statiz, qui proposent chacun donc, différents logiciels ou des suites de logiciels pour adresser en fait le développement de modèles de machine learning, leur implémentation et éventuellement aussi le développement de plans d'expérience. D'accord ? Donc là, vous avez les noms des différents logiciels. Je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc pour conclure sur l'offre de formation continue, donc, elle est proposée en intra-entreprise, donc sur site. Donc là, on sera plutôt sur des formations sur mesure. Sinon, on propose des dates régulièrement en inter-entreprise, donc sur des thématiques fixées, des dates, des lieux et des logiciels prédéfinis. Et puis, depuis la période Covid, on propose aussi des formations online, comme tout le monde. Donc, le public concerné, c'est principalement des industriels, mais également des centres de recherche publics et des centres techniques. Et donc, le public visé est bien sûr sont les chercheurs, les techniciens, des ingénieurs et éventuellement des managers. Donc, on fait toutes ces formations en français ou en anglais. On propose également des services associés après la formation, donc de type coaching, pour accompagner nos stagiaires dans la mise en œuvre et l'implémentation en interne de ces outils. Donc support client, visio, téléphone. Également des prestations donc de traitement de données. C'est on va dire le gros de notre activité, c'est de traiter les données des clients sur éventuellement des problématiques un peu plus complexes. Et puis on distribue également certains logiciels de nos partenaires. On est référencé dans différents catalogues de partenaires de centres de formation, donc notamment CPE Lyon, ISE pour la biotech et Map Design aussi pour la biotech. Et puis quelques chiffres donc issus des questionnaires d'évaluation de la formation. Les gens sont plutôt satisfaits pour l'instant de ce qu'on propose depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Voilà, quelques références qui nous ont fait confiance pour la formation continue dans les différents domaines, donc pharma, biotech, chimie, agriculture, agroalimentaire, et puis instrumentation et centres de recherche. Voilà. Alors j'en viens à la dernière partie. Donc là, l'idée c'est de vous montrer des applications très différentes qui ont été développées avec ces outils-là sur lesquels on forme, donc des outils de machine learning et de chimiométrie, vous l'avez bien compris. La première application, c'est une application qui traite du développement de calibration spectroscopique. Donc, elle a été développée avec l'industriel Arkema en Normandie. Donc là, l'idée, c'était
en fait, d'avoir une aide au pilotage du procédé, notamment ce qu'on appelle le endpoint, donc le point final où il faut arrêter le process, sur un procédé de polymérisation. Donc c'est un procédé en batch. Classiquement, donc, il y a une mesure de la viscosité donc, toutes les 2 heures. Et là, l'idée, c'était de mettre en place une mesure donc indirecte, mais plus rapide, sur un spectro, donc NIR, NIR infrared, proche infrarouge, sur un échantillonnage opérateur, donc de prélèvement d'échantillons. Et donc, ils ont constitué environ donc une base de calibration, d'entraînement, d'environ 1000 échantillons, pour lesquels ils avaient à la fois les spectres NIR et la viscosité mesurée en labo. Donc, le modèle a été entraîné, donc avec des outils de machine learning, donc plus ou moins classiques, et ça a donné donc ce modèle qui a permis de suivre la cinétique. Donc, vous voyez en fait en rouge les mesures de référence, donc labo, et les petites croix violettes qui correspondent aux prédictions proche infrarouge. Donc le modèle fonctionnait bien, donc c'est finalement une première étude de faisabilité qui donnait satisfaction. À ceci près que donc ça nécessitait toujours un échantillonnage manuel. Et puis le fait d'analyser les échantillons en laboratoire, donc on avait une influence de la température et de l'humidité du milieu environnant. Donc l'idée a été de voir si ça pouvait marcher également sur un instrument, donc un analyseur NIR, mais cette fois-ci en ligne, donc plongé donc, sur la ligne. Donc une deuxième base de données d'étalonnage a consisté à mesurer environ 10 000 échantillons avec donc cette fois-ci un instrument de process, donc avec une sonde et une fibre optique rattachée, et une mesure en ligne toutes les 2 minutes. Alors ici, vous voyez la cinétique de prédiction, ici en jaune, et donc on voit bien la montée en viscosité du produit sur un batch jusqu'au endpoint ici, donc jusqu'à la cible, qui a permis donc qui permet de décider du endpoint. En rose, vous avez la température, et puis en bleu foncé, c'est ce qu'on appelle la distance de Malenbis. C'est en fait une mesure de proximité spectrale en fait, d'un nouvel échantillon par rapport à la base d'étalonnage, enfin des spectres qui constituent la base d'étalonnage. Et donc en fait, ça permet de déterminer finalement le domaine de validité du modèle de prédiction. Donc ici, il est valide en fait en dessous d'un certain niveau, donc finalement au-dessus d'une certaine température. Voilà. Donc ça, c'est une application qui a bien marché. Et ces analyseurs proche infrarouge ou Raman sont de plus en plus implémentés en chimie, en pharma, en biotech. Voilà, on a beaucoup de demandes là-dessus. Alors, la deuxième... alors ouais, c'est pas la dernière version que j'avais donnée, mais c'est pas grave. Donc, la deuxième application, en fait, elle concerne un autre type de données complètement différent. En fait, il s'agit ici de traiter des données labo issues d'une chromatographie couplée à une spectrométrie de masse. Donc pour ceux qui connaissent, ça génère une masse de données très très importante et très complexe avec beaucoup de variables. Ici, donc en fait sur 3 dimensions, la dimension échantillon, donc, comme toujours, une dimension ici chromatographique, donc temps de rétention, donc dans le temps, et puis une dimension détecteur, alors soit un détecteur UV, ou là, moi dans le cas précis, un détecteur masse, donc un spectre de masse, à chaque temps de rétention. Voilà. Donc ici, on est sur des cubes de données qui peuvent être... alors voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que ces cubes de données peuvent être traités facilement par de la chimiométrie ou du machine learning? Alors, la réponse est non. Facilement non. Mais voilà, on a été amené à développer un certain nombre de stratégies alternatives pour finalement éviter d'aller directement sur la stratégie 4 ici, c'est-à-dire de traiter les cubes de données tels quels, puisqu'on a des outils de machine learning qui traitent des données 3D. Mais voilà, vu la somme de variables et la complexité des données, on a proposé en fait sur différentes applications des stratégies alternatives en fait qui permettent de réduire les dimensions. Donc soit travailler plutôt sur la dimension chromatographique, soit sur la dimension ici en 2 masse, donc sur un spectre moyen par exemple, ou sur du déplié. Donc moi ce que je vais vous montrer là tout de suite,
C'est voilà, un exemple ici sur cette stratégie numéro 2, voilà celle-ci. Non, c'est la stratégie 1, pardon. Donc sur la dimension chromatographique. D'accord. Donc, typiquement, on retient ici donc, un chromatogramme, et puis le signal, il correspond alors, à un résumé de la formation masse, par exemple un TIC, ce qu'on appelle un Total Ion Current, donc il y a la somme finalement des M sur Z recueillis. Et donc on obtient ce genre de signaux, donc ici c'est un zoom, hein, donc de chromatogrammes, avec bon, des forêts de pics. Ici c'est sur une application donc avec des matrices biologiques, donc avec beaucoup de pics. Et donc on va appliquer un certain nombre de pré-traitements déjà pour nettoyer le signal avant d'appliquer du machine learning. Donc ici, je vous ai montré un exemple, hein, c'est une correction de ligne de base. Bon, c'est pas ça qui est intéressant. Hein. Ce qui est plus intéressant ici, c'est comment on arrive à aligner les chromatogrammes entre eux, puisque vous savez bon, qu'il y a des shifts, hein, des décalages qui se créent avec la colonne. Donc avant de rentrer ces données-là dans des outils, des algorithmes de chimiométrie et de machine learning, il va falloir aligner tous ces pics. Et puis finalement, c'est l'application d'un algorithme. Alors ici, c'est un algorithme qui s'appelle SIMCA, donc Soft Independent Modeling for Class Analogies, donc qui fait de la classification, hein, de la discrimination. Dans ce cas-là, donc en fait, les petits triangles bleus là correspondent aux échantillons de calibration, donc des échantillons conformes qui ont permis d'entraîner le modèle, d'accord, qui sont bien reconnus conformes. Et donc ce modèle a été testé sur des échantillons conformes, donc en vert, qui ont été jugés conformes, et des échantillons non conformes en rouge, également dans ce cas-là, qui ont été jugés non conformes. Donc là, c'est un cas où ça marche bien. Mais pour vous donner un petit peu un exemple d'application, où en fait on a pris des chromatogrammes, avec chromatogrammes plus masse, et avec des stratégies différentes, on a pu finalement utiliser ces signaux-là comme des signaux globaux, contrairement à l'approche classique, où on utilise la masse pour identifier les pics, intégrer les aires des chromatogrammes et faire de la quantification derrière. Donc là, on est vraiment sur du fingerprinting non ciblé. Voilà. Dernier exemple pour terminer mon intervention. Donc, il s'agit ici d'un exemple encore très différent sur de la modélisation de procédés batch. Donc, sur cette application, en fait, un certain nombre de variables procédés, donc éthanol, température, le niveau du tank, pH, etc., ont été mesurés sur un certain nombre de batchs tout au long de la cinétique du batch. Donc ça donne lieu à un cube de données. Sur ces mêmes batchs, des paramètres qualité, donc caractérisant le produit fini, ont été mesurés. Et puis même, on a des conditions initiales hein, sur des variables caractérisant finalement les matières premières, permettant de faire ces batchs. Donc finalement, on a une collection de données assez hétérogènes, très différentes entre elles. Et la question, c'est comment on peut faire pour combiner ces données-là et permettre de, alors soit, on va dire, gagner en compréhension, soit faire des modèles prédictifs, soit faire carrément de la supervision de procédés en multivarié. Donc ici, très rapidement, on a un exemple de monitoring, hein, de supervision de procédés, où finalement, toutes ces variables-là sont résumées de façon multivariée par ce qu'on appelle des scores, dans une enveloppe statistique, hein, qu'on appelle aussi le Golden Batch, et donc qui permet donc, en temps réel, alors soit en temps réel pour aider au pilotage des procédés, soit a posteriori pour faire du troubleshooting, hein, pour voir pourquoi voilà, un batch production s'est mal passé. Et notamment à l'aide de ce qu'on appelle, enfin un outil qu'on appelle le contribution plot, hein, c'est-à-dire qu'on va cliquer à un endroit où le procédé peut dériver, et on va vérifier quelles sont les variables mesurées qui sont responsables de cette dérive. Hein, donc on parlait aujourd'hui de black box, pas black box. Bon, ici on est sur des outils non black box qui permettent de revenir hein, aux variables mesurées. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer un petit peu la diversité des applications qui peuvent être implémentées dans l'industrie de process avec des outils de chimiométrie et de machine learning. Alors, pour terminer, une dernière slide. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer, en fait,
ma petite expérience de la semaine dernière hein, sur des outils d'intelligence artificielle qui sont devenus très à la mode tout d'un coup. Notamment, ici, c'est l'intelligence artificielle qui s'appelle DALL-E hein, de OpenAI, donc c'est ceux qui ont fait aussi ChatGPT, donc, qui est connu de tous, qui transforme en fait des textes en images. J'ai fait la petite expérience juste pour, voilà, par curiosité, en mettant la définition de machine learning donc sur Wikipédia. Et donc, il m'a transformé cette définition en image. Donc voilà, chacun aura un avis sur cette image. Moi, je trouve ça. On parlait de créativité, moi, je trouve ça plutôt créatif, plutôt artistique. Voilà, chacun aura son idée. Et puis, j'ai fait une deuxième expérience, en fait, en faisant un résumé, alors plutôt en anglais, parce que ça marche mieux en anglais qu'en français pour l'instant. Un résumé, finalement, de mon intervention présente, là, sur la formation continue. Et il m'a sorti cette image-là, qui finalement, je trouve assez réaliste. Alors malgré effectivement bon, là, le visage, il y a quelques défauts, mais finalement voilà, il va pas faire du copier-coller, hein, il va recréer des images. Et puis là, il a une montre aussi avec un cadran en pierre. Là, je trouvais ça assez intéressant. Voilà, bon, c'était pour finir sur une note assez sympathique. Et donc, il n'est pas trop tard pour que moi et mon équipe vous souhaitions une très bonne année 2023. Et donc avec notre slogan de cette année, hein, donc c'est un peu du human learning au service du machine learning. Merci.